Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce quatrième numéro, si je ne me trompe, des synthèses organisées par l'Association Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias à l'endroit des candidats au baccalauréat sénégalais. Nous sommes ravis de vous retrouver encore une fois, comme promis, après deux séances littéraires, disons en français et en histoire et géographie. Nous avions promis que nous allions faire deux séances en sciences et c'est ce que nous avons fait en commençant hier par la séance en sciences de la vie et de la terre. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir dans le cadre de ces synthèses, des professeurs de physique et de chimie, en l'occurrence, Madame Mbalo Yadjeyindom, qui est professeure au CM Kaffrine 2, et elle pourra donner le bon nom de son établissement, qui accueille aujourd'hui donc Monsieur Faye, qui est lui au lycée de Diamniadio. Juste pour dire, comme on vous l'a promis et annoncé, qu'en fait, nous allons faire le tour du Sénégal avec des professeurs chevronnés, pas uniquement de Dakar, parce qu'il y a d'excellents professeurs dans les régions. Et c'est l'occasion également pour nous, en tant qu'association, de donner de la visibilité à ces enseignants-là. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire avec ces deux, Yadjeyi, qui est formateur au niveau de Sénom, et qui aujourd'hui accueille son collègue de physique-chimie, M. Babacar Faye. Donc, sans plus tarder, je vais leur céder la parole en remerciant encore une fois Minapro, qui nous a mis gracieusement à disposition sa licence Zoom pour nous permettre de faire ce webinaire. Nous n'oublions pas également de saluer les internautes qui sont sur la page Facebook et qui nous suivent. Et comme on vous le dit tous les jours, vous avez la possibilité soit de suivre le replay de ces séances sur Facebook ou de les retrouver sur notre page YouTube également. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Yadjeyi qui va nous présenter notre invité du jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Présidente. Bonjour à tous et bienvenue, chers élèves, à cette séance de synthèse organisée par l'association Sénom en partenariat avec Minapro pour accompagner les candidats au baccalauréat. Nous sommes ravis de vous accueillir, chers candidats, aujourd'hui pour une séance très attendue qui porte sur un thème fascinant et crucial, à savoir les oscillations électriques forcées dans le domaine de physique, qui est une partie du chapitre numéro 10 du programme de physique en terminale S, qui est intitulé Oscillation électrique libre et oscillation électrique forcée des dipôles LLC. Dans ce chapitre, vous êtes appelés, chers élèves, à définir et reconnaître les différents régimes d'oscillation, à savoir les oscillations périodiques, pseudo-périodiques ou bien apériodiques, ce qui est essentiel pour que vous compreniez des dispositifs variés allant des montres à Quartz ou bien des circuits de communication. Vous devrez aussi être capable d'effectuer la résolution analytique pour la tension aux bornes d'un condensateur ou bien la charge de celui-ci. Vous devrez aussi comprendre comment l'énergie est transférée, stockée ou bien dissipée dans les oscillations électriques, ce qui vous amène à connaître et utiliser des formules physiques dans ce chapitre. Pour cela, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous M. Babacar Faye, un éminent professeur de sciences physiques au lycée Ousmane Sow de Diamniadio, qui va animer notre séance d'aujourd'hui. Avec son expertise et sa passion pour l'enseignement, M. Faye va nous éclairer sur les principes et les applications des oscillations électriques forcées, qui est un concept qui joue un rôle essentiel
dans de nombreux dispositifs technologiques de notre quotidien. Sans plus tarder, je laisse la parole à M. Faye pour nous plonger dans le monde captivant des oscillations électriques. M. Faye, vous avez la parole. Bonsoir, chers élèves. Comme l'a bien dit Madame Balo, aujourd'hui, je vais intervenir sur le chapitre 10 du programme de Terminal S. C'est un chapitre qui est un peu long. Souvent, on le découpe même en deux parties, à savoir les oscillations électriques libres, d'une part, et d'autre part, les oscillations électriques forcées. Donc, nous allons d'abord montrer le cours, expliquer brièvement le cours. Et pendant les explications du cours, s'il y a des élèves qui ont des questions, vous pouvez les noter quelque part. Et une fois qu'on finit les explications du cours, donc je vais répondre aux questions. Et après cela, nous allons passer à un exercice pour mieux comprendre les oscillations forcées. Voilà, je vais donc commencer par le cours. Donc, voilà le cours. Voilà, P10, oscillation électrique libre, oscillation électrique forcée. Donc, d'abord, la première partie, ça concerne les oscillations libres. Donc, dans cette partie, nous allons étudier le dipôle LC. L, ça veut dire la bobine. Le C, c'est le condensateur. Pour cela, on prend un circuit qui nous permettra en même temps d'étudier les oscillations libres et en même temps les oscillations amorties, libres non amorties et libres amorties. Parce qu'il y a deux cas aussi ici, dans les oscillations libres. Il y a oscillations libres amorties et oscillations libres non amorties. On commence d'abord par les oscillations non amorties. Donc, ici, comme vous voyez, le circuit qu'on a ici, au niveau de ce circuit, nous avons un générateur de tension continue, de force électromotrice E, qui va lui permettre de charger le condensateur. Et le condensateur est en série avec le résistor. Maintenant, ce résistor, on a mis une flèche sur le résistor. C'est pour montrer que ce résistor, sa résistance peut varier. Donc, on peut la régler. On peut la régler 0, une valeur non nulle aussi. Donc, le premier cas, nous allons régler la résistance égale 0. Ce qu'on a écrit ici. Oscillation libre non amortie, R égale 0. Si R égale 0, donc nous aurons seulement ici le condensateur. Maintenant, on va charger d'abord le condensateur. Maintenant, pendant la charge, on peut ne pas choisir R égale 0. On va prendre R égale 0 lorsqu'on va mettre l'interrupteur sur la position 2. D'abord, on va charger le condensateur avec le générateur de tension continue. Une fois que le condensateur est chargé, on va basculer l'interrupteur de la position à la position 2. Et là, on obtient le dipôle LC. Si R égale 0, ça devient LC. Maintenant, si R est non nul, nous aurons RLC. Première partie, R égale 0. Donc, nous aurons le dipôle LC. Et en même temps, nous allons visualiser sur l'écran de l'oscilloscope la tension au bord du condensateur pour voir comment varie la tension au cours du temps. Si on le fait, on obtient une tension sous cette forme. C'est une fonction sinusoïdale. Et là, on voit une valeur maximale UM, valeur minimale UM et la valeur 0. Et on voit que c'est une fonction qui est périodique. La période est appelée période propre, notée T0. On voit ici. Entre deux maximums ou entre deux minimums, le temps, la durée correspondante est appelée la période. Ensuite, souvent, on vous demande, vous élèves, de donner l'équation différentielle. Donc, pour le faire, il suffit tout simplement d'appliquer la loi des mailles. Et après, vous allez trouver cette équation que j'ai encadrée ici. Cette équation vous rappelle une équation que vous avez déjà fait en oscillation mécanique avec x, donc x 2 points plus k sur mx égale à 0. Donc, ça vous rappelle ça. Donc, la solution est UM égale à U égale UM cos oméga 0 t plus phi. Oméga 0 est appelé la pulsation. Ensuite, vous avez la période propre que vous pouvez trouver à partir de la pulsation. T0 égale
2 pi sur oméga 0, quand vous calculez, vous trouvez 2 pi racine de LC. En même temps aussi, on peut avoir la fréquence. Donc, on voit que la tension aussi, sous forme d'une fonction sinusoïdale. On dit qu'on a des oscillations. Ensuite, étude du total de l'énergie. On va voir maintenant comment l'énergie dans le dipôle varie. Est-ce qu'elle est constante ou bien elle diminue au cours du temps? Donc là-bas, on peut calculer ça parce qu'à un instant donné, à t égale à 0, toute l'énergie était dans le condensateur. Le condensateur était déjà chargé. Maintenant, quand on fait l'interrupteur à la position 2, le condensateur va commencer à se décharger sur la bobine. Il peut y avoir un moment où une partie de l'énergie est dans le condensateur, une autre partie dans la bobine. Donc ça veut dire l'énergie totale dans le circuit va devenir tout simplement l'énergie à t différent de 0, ici, vous voyez, à t différent de 0, là, on a l'énergie W égale l'énergie dans le condensateur, qui est 1/2 de L QC carré, plus l'énergie dans la bobine, 1/2 de L carré. Et là, on peut le montrer que cette énergie sera égale à l'énergie initiale. Il suffit de remplacer les fonctions sinus, cosinus, sachant que cos carré plus sinus carré égale à 1. Donc, si vous continuez cette équation mathématique, vous allez trouver l'énergie W à un instant donné qui est égale à 1/2 de CE carré. Et si vous regardez bien, c'est égal à l'énergie qu'on avait initialement dans le condensat. Donc, on voit que l'énergie n'est pas dissipée, elle est constante. Donc, ça veut dire quoi tout simplement? C'est entre le condensateur et le dipôle, la bobine, il y a tout simplement un échange d'énergie. Initialement, l'énergie était dans le condensateur. Après, ça va venir dans la bobine. Après, la bobine va donner ça au condensateur. Le condensateur va donner ça à la bobine. Donc, vous voyez, l'énergie va aussi osciller. Et à chaque fois qu'on additionne les deux énergies dans le condensateur et dans la bobine, on va trouver égal à l'énergie initiale, ce qui fait que l'énergie est constante. Excusez, je suis allé à la... Voilà, si on vient sur l'énergie totale. Voilà, je voulais faire le zoom, c'est pourquoi. Voilà, on voit ici les courbes des énergies. Donc, on voit ici une courbe qui est en pointillé et une courbe en trait plein. Et il y a une courbe horizontale qui est la courbe de l'énergie totale. Donc là, vous voyez la courbe qui est en trait plein, c'est la courbe de l'énergie qui est dans la bobine. Et la courbe en pointillé, c'est la courbe de l'énergie qui est dans le condensateur. Donc, initialement, on avait toute l'énergie dans le condensateur. Donc, c'est pourquoi vous voyez, à t égale 0, c'est l'énergie du condensateur qui commence par une valeur maximale, qui est égale à CE carré sur 2. Et en ce moment, il n'y a pas encore d'énergie dans la bobine. Donc, la courbe de l'énergie de la bobine commence par, dans le condensateur, commence par 0. Et après, les deux vont aussi. Et vous voyez, à chaque fois que l'énergie dans la bobine est maximale, l'énergie dans le condensateur sera minime. Et quand on fait la somme des deux, nous aurons toujours l'énergie totale qui est égale à W. Et là aussi, avec les calculs mathématiques, on peut montrer que la période qu'on a ici pour les énergies, c'est la moitié de la période propre. Souvent, dans certains exercices, on vous demande de le démontrer, surtout si c'est un S1. Pour la suite, là, on demande souvent à vous, les élèves, de retrouver souvent l'équation différentielle à partir de l'énergie totale. Donc là, je pense que chaque professeur a déjà fait ça dans sa classe, donc ce n'est pas la peine de perdre du temps là-bas. Ensuite, on vient à l'équation différentielle maintenant lorsque la résistance est non nulle. On a fini avec la résistance nulle. Maintenant, si c'est non nul, la bobine peut avoir une résistance ou bien on met une résistance dans le circuit. Dans ce cas, si on revient au circuit, ici, la résistance maintenant ne sera plus nulle. Donc, on a maintenant R différent de 0. Dans ce cas, maintenant, nous aurons le dipôle RLC. Là-bas, ce qu'on vous demande, c'est de trouver d'abord l'équation différentielle. Là aussi, il suffit tout simplement d'appliquer la loi de May et ajouter la tension du résisteur
du résistor. Donc, vous retrouvez la première équation, on a ajouté seulement le terme RI. Et quand vous intégrez la relation entre IS et UC, vous trouvez l'équation finale. À partir de là, vous trouvez ce qu'on appelle la résistance critique. Maintenant, ici, ce qu'on demande aux élèves, ce qu'on vous demande, c'est de pouvoir reconnaître les coûts des différents régimes qu'on peut obtenir, suivant les valeurs de la résistance. C'est-à-dire, si la résistance est nulle, c'est la première figure, tout à fait à gauche. Donc, vous voyez, on a écrit R égale 0. Donc là, on voit que la courbe n'est pas amortie. C'est des oscillations libres non amortes. Donc, le régime est périodique. Par contre, si la résistance n'est pas nulle et inférieure à la résistance critique, vous voyez la courbe, l'amplitude diminue au cours du, c'est la figure 2, la deuxième figure. Ici. Donc, c'est le régime pseudo-pério, et la résistance est faible. Si on augmente encore la résistance, on obtient le régime critique. Et quand encore on augmente jusqu'à avoir RC, on obtient le régime critique. Si on augmente encore jusqu'à dépasser RC, là, on obtient ce qu'on appelle le régime apériodique. Donc, ici, ce qu'on demande à vous, élèves, c'est de pouvoir reconnaître 3 courbes. On peut les donner dans un désordre. Donc, c'est à vous de savoir chaque courbe à quelle valeur d'air ou bien quel est le nom du régime correspondant. Ensuite, on montre ici, comme il y a la présence maintenant des résistors, on peut montrer que l'énergie totale maintenant diminue au cours du temps. On a vu avec un calcul mathématique, prouver que la variation de l'énergie, bien la dérivée par rapport au temps, est égale à moins RI carré. Maintenant, moins RI carré, vous pouvez penser à la puissance dissipée par le résisteur. Puissance dissipée par le résisteur, c'est RI carré. Maintenant, le moyen devant vous montre que là, la dérivée est négative. Si la dérivée est négative, ça veut dire que la fonction est décroissante. Donc, ça montre que l'énergie décroît au cours du temps. Et ce qui est responsable de ça, c'est quoi? C'est la résistance. Voilà pour les oscillations électriques libres, amorties et non amorties. Maintenant, on vient sur la partie qui nous intéresse surtout, à savoir les oscillations forcées. Et on va commencer d'abord par ce qu'on appelle une généralisation sur le courant alternatif sinusoïdal. Parce que pour avoir des oscillations forcées, on va remplacer le générateur de tension continue par un générateur basse fréquence qui délivre maintenant un courant alternatif. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut savoir les caractéristiques d'un courant alternatif avant d'étudier le dipôle RSC. Donc, un courant alternatif, c'est un courant qui a qu'on peut écrire sous la forme I égale IM cos oméga T plus phi. Des fois aussi à la place du cosinus, on met sinus I égale IM sinus oméga T plus phi. Donc ici, vous devez savoir chaque grandeur ce que ça signifie. Donc IM est appelé l'amplitude maximale. Ensuite, oméga, c'est la pulsation. Phi, on l'appelle la phase à l'origine. Maintenant, oméga T plus phi, l'ensemble là, on l'appelle la phase à l'instant T. Maintenant, si vous représentez cette courbe, la fonction I, on trouve une fonction sinusoïdale. Et vous voyez la valeur maximale de IM. Pour le trouver aussi, on peut prendre entre le maximum et le minimum, on divise ça par 2, l'écart là. Et vous voyez, c'est une fonction qui est périodique. Ensuite, ici, il faut aussi savoir ce qu'on appelle l'intensité efficace. Parce que là, si on prend un voltmètre, le voltmètre ne mesure pas l'intensité courant alternatif. Le voltmètre mesure une valeur efficace. Comment dire, l'ampèremètre, je veux dire, mesure un courant, ne mesure pas le courant alternatif. Il mesure la valeur efficace du courant alternatif. Donc, on a souvent IF ou bien I tout simplement. Et IF, c'est égal à I. Donc, ici, il y a une égalité que j'ai oubliée ici. Entre le I là et le IM sur racine de 2, il y a l'égalité. IF qui est égal à I égale IM sur racine de 2. Et IM est l'amplitude maximale et l'amplitude du courant. Maintenant, si on prend un dipôle quelconque, D ici, on applique à ces bornes une tension alternative sinusoïdale, nous aurons aussi un courant alternatif sinusoïdal qui va le traverser. Maintenant, ici, souvent, on s'intéresse à ce qu'on appelle le déphasage entre la tension et l'intensité, ou bien on s'intéresse aussi à l'impédance des dipôles. Donc, ici, on dit, si on prend par exemple I égale IM cos oméga T plus phi 1, phi 1 c'est la phase à l'origine du courant, et U égale UM
cos oméga t plus phi2. Phi2 sera la phase à l'origine de la tension U. Donc, si on demande la différence de phase, ça ne sera rien d'autre que, vous voyez, c'est la même pulsation pour le courant et la tension. Donc, la différence de phase donne directement phi2 moins phi1. On note souvent phi, tout court. Phi2, c'est la phase à l'origine de la tension, et phi1, c'est la phase à l'origine de l'intensité. Maintenant, il y a 3 valeurs possibles de phi, 3 cas possibles. Phi peut être positif, négatif ou nul. Si phi est positif, on a bien dit phi2 moins phi1. Or, phi2, c'est pour la tension. Phi1, c'est pour l'intensité. Donc, si phi est positif, ça veut dire que c'est la tension qui est en avance par rapport à l'intensité. Si phi est négatif, c'est l'intensité qui est en avance. Si phi est nul, les deux sont en phase. Donc, ça aussi, c'est à savoir. Ensuite, l'impédance maintenant des dipôles, on peut le calculer par la formule Z égale UM sur IM. UM, c'est la valeur maximale de la tension au bord du dipôle. Et IM, c'est l'intensité maximale qui traverse le dipôle. Et aussi, comme UM égale à U efficace fois racine de 2, IM égale I efficace fois racine de 2, vous voyez, les racines de 2 vont se simplifier. Et on obtient aussi Z égale U sur I. U, c'est U efficace, mesuré par un voltmètre. Et I efficace, mesuré par un ampère-mètre. Maintenant, la loi d'Ohm, en courant alternatif, c'est U efficace égale Z fois I. Avec Z limpé, l'impédance s'exprime en ohm. L'intensité en ampères. Ensuite, la puissance moyenne, là, c'est des calculs mathématiques. Donc, le plus important, c'est retrouver après le résultat final. Comme on n'a pas assez de temps, on ne peut pas. Donc là, on voit la puissance est égale à U cos phi, cos 2 oméga t plus phi plus UU cos phi. Maintenant, quand on continue le calcul, voilà, on trouve la puissance moyenne égale à UU cos phi. Donc, c'est cette puissance qu'on vous demande souvent de calculer dans les exercices. Calculer la puissance consommée par le dipôle ou la puissance moyenne. Donc, c'est PM égale UU cos phi. Donc, U, c'est la valeur efficace de la tension, I, l'intensité efficace, et cos phi, c'est le facteur de puissance. Maintenant, pour étudier les dipôles RLC, on étudie d'abord les dipôles particuliers qui constituent le dipôle RLC. Parce que dans RLC, il y a d'abord R, ensuite L et C. Donc, on va voir d'abord si nous avons seulement un résistor R, quel est le déphasage qu'on aura, quelle est l'impédance qu'on aura. Donc, pour le résistor, quand on applique une tension à ces bornes, alternative sinusoïdale, nous aurons un courant alternatif sinusoïdal de même fréquence. Et nous aurons aussi le déphasage qui est nul. Donc, retenez que pour un résistor, la différence de phase entre la tension à ces bornes et l'intensité du courant qui le traverse, c'est nul. Et l'impédance du résistor égale à sa résistance. C'est important de le savoir parce que ça va nous aider, ça va vous aider pour la suite. Pour une bobine pure qui n'a pas de résistance, là aussi, l'élève vous devez retenir que la tension au bornes de l'inductance pure et l'intensité du courant qui le traverse, il y a une différence de phase qui est pi sur 2. Et cette différence de phase, ce n'est rien d'autre que la phase de la tension moins la phase du courant. Vous aurez pi sur 2. Et l'impédance sera égale à L fois oméga. Maintenant, si la bobine a une résistance, parce qu'il y a des bobines qui ont une résistance, là, il faut faire la construction de Fresnel pour trouver l'impédance. Donc ici, voilà la construction de Fresnel. Donc, on a représenté ici avec les valeurs efficaces. Donc, en appliquant ici le théorème de Pythagore, on peut sortir l'impédance Z au carré qui sera égale à R carré plus L oméga, R carré oméga carré. Ensuite, la conclusion, c'est la base pour le dipôle, la bobine résistive, c'est Z égale L carré oméga carré plus R au carré. Et la tangente de phi sera L oméga sur petit r. Petit r, c'est la résistance de la bobine. Et le phi sera positif. Donc, pour calculer sa valeur, il faut connaître les grandeurs L, oméga et R.
Mais on sait que c'est positif. Et le cos phi sera égal à, quand vous retournez sur la figure, vous aurez cosinus côté adjacent sur hypoténuse, donc c'est RI sur U, donc ça vous donne R sur Z. Pour le condensateur, ici le déphasage est négatif, c'est-à-dire la phase de la tension moins phase du courant, c'est négatif, c'est moins pi sur 2. Donc ça veut dire pour un condensateur, la tension à ces bornes est en retard de pi sur 2 par rapport à l'intensité du courant qui le traverse. Et l'impédance, c'est 1 sur C oméga. C, c'est la capacité du condensateur. Oméga, c'est la pulsation de la tension qu'on a appliquée au bornes. Maintenant, les oscillations forcées. On va maintenant regrouper les 3 dipôles. Je répète, pour le résisteur seulement, la différence de phase est nulle et l'impédance égale à la résistance. Pour la bobine pure, la différence de phase, c'est pi sur 2. Et l'impédance égale à L oméga. Pour la bobine résistive, la différence de phase est positive. Pour la calculer. Et l'impédance, c'est racine de L carré oméga carré plus petit r au carré. Maintenant, on va voir pour le condensateur, l'impédance, le déphasage, c'est moins pi sur 2. Et l'impédance égale à 1 sur C oméga. Maintenant, on va voir si on regroupe maintenant les 3 pour constituer un seul dipôle, qu'on appelle le dipôle RLC. Comment le dipôle va fonctionner. Pour cela, d'abord, on constitue le dipôle, comme vous voyez ici sur cette figure. RLC. Ensuite, le GBF qui va alimenter le dipôle. Et là, le dipôle RLC est égal à la tension du générateur. Donc ici, souvent, on vous demande de visualiser la tension au borne du résisteur et la tension au borne du dipôle, qui est la tension du générateur. Donc, comme vous voyez ici, avec le bic bleu, on voit la masse. La masse, on la place toujours entre le générateur et le résisteur. Et la voie Y2, entre la voie Y2 et la masse, vous voyez, c'est le résisteur qui est là-bas. Donc, ça veut dire sur la voie Y2 de l'oscilloscope, c'est la tension du résisteur qui va sortir. Et sur la voie Y1, vous voyez, quand on quitte la masse, on va sur la voie Y1. On peut passer par le chemin vers le bas en passant par R, L, C. Ça donne la somme des tensions, qui est aussi égale à la tension du générateur. Donc ici, sur l'écran de l'oscilloscope, nous aurons sur la voie Y2 la tension du résisteur et sur la voie Y1 la tension du générateur. Voilà ce qu'on voit ici. Ces deux courbes, on a déjà donné U et UR. Donc U, c'est la tension qui a l'amplitude la plus grande et UR, c'est celle qui a l'amplitude la plus faible. On reviendra sur ça au niveau de l'exercice. Maintenant, à partir de cette figure-là, ce qu'on demande ici de pouvoir faire, c'est de pouvoir sortir ce qu'on appelle le décalage horaire, delta de T, et de pouvoir aussi sortir la période, et trouver aussi les amplitudes maximales de chaque temps. On reviendra sur ça au niveau de l'exercice. Cette formule, c'est la formule de la valeur absolue de phi, qui est égale à phase de U moins phase de UR. Et comme UR et I sont proportionnels, donc ça veut dire, si on connaît la différence de phase entre la tension et UR, on peut connaître la différence de phase entre la tension et le courant. Donc, la valeur absolue de phi égale 2 pi sur T, T c'est la période, fois delta de T. Delta de T est appelé le décalage horaire. Il y a d'autres qui notent ça, delta de θ ou θ. Mais ce qui est important, c'est de savoir sa signification. Donc, c'est le décalage horaire qu'on trouve à partir des courbes. On reviendra sur ça au niveau de l'exercice. Remarque, vous voyez, au niveau de la formule, si le décalage est nul, ça veut dire que phi sera égal à 0. Donc, les deux tensions sont en phase. Et là, ça va correspondre à un régime particulier qu'on va voir, c'est la résonance en intensité. Si delta T, c'est T sur 2, là, vous voyez, on a valeur absolue de phi sera égale à U. On dit les deux sont en opposition de phase. Si c'est pi sur 2, vous voyez, on aura en quadrature de phase. Maintenant, on va chercher le déphasage. Ensuite, l'impédance du dipôle RLC. Pour cela, d'abord, on fait le montage du dipôle RLC alimenté par le GBF. Ensuite, on applique la loi des mailles, on sort l'équation différentielle. Maintenant, cette équation différentielle, on ne va pas la résoudre comme on fait avec les équations au niveau des dipôles RL ou RC. Donc ici, on va utiliser ce qu'on appelle la construction de Fresnel. Cette construction, c'est une méthode graphique qui permet de retrouver les formules de l'impédance
à partir du graphique et de trouver la tangente de phi, de cosinus phi, ainsi de suite. Donc, pour la construction, le plus souvent, on demande ça aux élèves en S1, mais en S2, le plus souvent, on applique directement la formule pour faire les exercices. Mais en S1, le plus souvent, on peut vous demander de faire la construction de Fresnel. Il faut savoir faire ça. Et après, sortir les formules. Mais même si vous savez faire la construction, vous devez retenir aussi ces formules. Parce que dans d'autres exercices, on vous demande directement d'appliquer les formules. Donc, sur cette figure, on a représenté déjà la tension au bord du résistor, qui est en rouge en bas. Ensuite, nous avons représenté la tension. On avait dit pour une bobine pure, le déphasage, c'est pi sur 2. C'est pourquoi ici, cette tension L oméga I fait un angle de pi sur 2 avec l'axe positif. Et I sur C oméga, c'est pour le condensateur, qui doit faire un angle de moins pi sur 2. C'est une fonction, c'est un vecteur qu'on devait tracer vers le bas. Mais on a translaté pour la mener vers le haut. Comme ça, on va les additionner directement. L oméga I plus 1 sur C oméga, ça va vous donner la différence des deux, vous donne directement le point où on va tracer le U. Donc, vous voyez, après, on aura U. Et ici, nous avons un triangle rectangle, l'hypoténuse, c'est U. L'un des côtés, qui est le côté opposé à l'angle phi, c'est RI. Et le côté adjacent, c'est RI. Le côté opposé, c'est L oméga I moins C, I sur C oméga. Donc, quand on le factorise, nous aurons L oméga moins 1 sur C oméga multiplié par I. Donc, ici, quand on applique le théorème de Pythagore, l'hypoténuse au carré égale à la somme des carrés de l'autre côté. Donc, à partir de là, on sort la formule générale de l'impédance. Cette formule générale, vous devez le retenir. Z égale R. Maintenant, la R que j'ai ici, si la bobine a une résistance, R en puissance moyenne, qui est là aussi, on revient sur les 3 cas. Si phi est positif, phi est négatif. Donc ici, si phi est positif, ça veut dire que le dipôle se comporte comme une bobine. On dit c'est inductif. Si phi est négatif, c'est comme un condensateur, c'est capacitif. Résistif. Étude de la résonance. Bon, pour la résonance, pour étudier la résonance, on suit d'abord la variation de l'intensité du courant efficace en fonction de la pulsation ou en fonction de la fréquence du générateur. Et on maintient toujours la tension efficace et la tension maximale constante. On maintient la tension efficace constante et on fait varier seulement la fréquence. Quand on fait varier la fréquence, on voit que l'intensité du courant efficace va varier et elle va passer par un maximum et ce maximum va correspondre à la résonance. Donc, sur cette courbe figure 1, vous voyez la forme de la courbe. Donc, ça passe par un maximum. Et en même temps, si on visualise les deux courbes de la tension du résistor et de du générateur, on voit que les courbes sont en phase. Vous voyez ici, il n'y a pas de décalage. Ensuite, ici, si on fait varier la résistance, on peut avoir ce qu'on appelle résonance aiguë et résonance floue. Donc, si la résistance est grande, on obtient une résonance floue. Si la résistance est faible, on obtient une résonance aiguë. Après, ici, sur cette courbe, il faut savoir d'abord tracer la courbe. Souvent, on vous demande de tracer la courbe. Une fois que vous la tracez, on peut vous demander de trouver ce qu'on appelle la valeur maximale de l'intensité efficace. Il suffit de projeter tout simplement le maximum sur l'axe de I. Vous trouvez la valeur maximale, notée souvent I0. On peut vous demander aussi de trouver la bande passante en pulsation ou en fréquence, delta de oméga ou delta de n. Ah, il suffit de retenir comment on le calcule. On dit, lorsque I égale I0 sur racine de 2, I0 est le maximum de l'intensité efficace, vous aurez deux valeurs de la pulsation qui correspondent. La différence va vous donner le delta de oméga qui est la bande passante, comme ici. Donc ici, c'est déjà fait. Vous voyez I0, le maximum. Ensuite, I0 sur racine de 2, on projette sur la courbe. On obtient 2 points. Ces 2 points correspondent à oméga 1, oméga 2. Si c'est la fréquence, on aura N1, N2. Maintenant, quand on fait N2 moins N1 ou oméga 2 moins oméga 1, on obtient delta de oméga, ou delta de N,
qui correspond à la bande passante, la largeur de la bande passante en fréquence ou en pulsation. Attention aussi, le oméga 0 n'est pas forcément le milieu de oméga 1 et oméga 2. C'est entre les deux, mais ça peut ne pas être le milieu. Donc, il y a certains élèves qui souvent pensent que oméga 0 est au milieu de... Sur cette figure, on a l'impression que c'est au milieu, mais ce n'est pas au milieu. Ce n'est pas toujours au milieu, ça peut ne pas être au milieu. Donc, il faut toujours projeter le maximum sur l'axe des fréquences ou des oméga pour trouver oméga 0. Bon, la détermination, c'est mathématique, donc vous l'avez déjà fait en classe. Donc, maintenant, le calcul mathématique, voilà, on vient sur le delta de oméga. Quand on calcule, on va trouver delta de oméga égale R sur L. Maintenant, ici, j'ai dit aux élèves, pour retenir cette formule, R sur L, rappelez-vous du temps caractéristique pour le dipôle L, ou bien la constante de temps du dipôle RL. Là-bas, la constante de temps du dipôle RL, c'est L sur R. Donc, quand vous voyez ici delta de oméga, c'est l'inverse, c'est R sur L. C'est l'inverse de la constante de temps du dipôle RL. Donc, c'est simple à retenir. Donc, si vous avez delta de oméga, vous pouvez aussi avoir delta de n, parce que oméga, c'est 2 pi n. Donc, quand vous calculez, vous pouvez trouver ça. Ensuite, en dernier lieu, le facteur de qualité. Q, pour le trouver, de manière simple, il suffit de... Je vais revenir là-bas. Hein, sur la tangente de phi. Voilà, ici. Donc, quand on regarde ici la formule de Z, de la tangente de phi, nous avons tangente phi égale L oméga moins 1 sur C oméga sur R. Donc, pour trouver ici le facteur de qualité, il suffit tout simplement de, à la résonance, on sait que la tangente de phi est nulle. Ça veut dire L oméga sur R sera égal à 1 sur RC oméga. C'est-à-dire L oméga égale 1 sur C oméga. Donc, quand on divise par R, nous aurons L oméga sur R sera égal à 1 sur RC oméga. Et ça va correspondre directement au facteur. Rien d'autre que L oméga sur R, mais avec oméga égale oméga 0, parce qu'on sera en résonance, et ou bien 1 sur R, C oméga 0. Donc, vous voyez, le facteur de qualité, c'est d'abord delta oméga 0, c'est delta de oméga, mais vous voyez, c'est égal L oméga 0 sur R. C'est aussi égal à 1 sur R, c'est oméga 0. Donc, vous pouvez le trouver à partir de la tangente, la formule facilement. Maintenant, on constate que si ce facteur de qualité est supérieur à 1, la tension aux bornes du dipôle RSC devient inférieure à la tension aux bornes du condensateur seul ou bien à la tension aux bornes de la bobine seule. L'ensemble, c'est le dipôle RLC, constitué par la bobine, le condensateur et le résistor. Maintenant, si Q est positif, supérieur à 1, on constate que la tension aux bornes du condensateur dépasse la tension aux bornes du générateur qui alimente l'ensemble. La tension aux bornes de la bobine aussi dépasse la tension aux bornes de l'ensemble. Ce qui fait, on parle de surtension. Donc, on dit si Q est positif supérieur à 1, il y a un phénomène de surtension aux bornes du condensateur et aux bornes de la bobine. Et on dit cela pour entrer le claquage du condensateur, destruction de l'isolant. Ou bien, si c'est une bobine, on dit ça peut créer des étincelles au niveau des spires. Donc, voilà de manière résumée le cours, l'essentiel du cours. Maintenant, s'il y a des questions, vous pouvez les poser et on répond aux questions avant de faire l'exercice. Voilà, merci. S'il y a des élèves qui veulent poser des questions, ils peuvent lever la main, hein. Comme ça, on leur donnera la parole et ils pourront éventuellement poser leurs questions. Il n'y a pas de questions. Là, il n'y a aucune question posée pour le moment. Je pense que vous pouvez continuer.
Donc, on vient à l'exercice. Je crois que c'est ça. Yadji, c'est toi qui partages alors pour l'exercice. Voilà, on vient sur l'exercice. Donc, c'est vous qui devez défiler. Hein. La première page. Voilà, l'exercice, c'est un exercice de bac S2. Il se peut qu'il y ait même des élèves qui ont déjà le corrigé, mais le corrigé pour l'office de bac n'est pas souvent détaillé. Donc, il y a des élèves qui peuvent avoir le corrigé, mais qui ne comprennent pas d'où viennent ces résultats. Maintenant, j'ai repris le corrigé pour bien le détailler. Je peux lire, hein? Oui, allez-y. Voilà. Un groupe d'élèves se propose de déterminer expérimentalement certaines caractéristiques d'un dipôle RLC, puis d'en déduire la puissance moyenne consommée ainsi que le facteur de Cali. Donc, vous voyez ici, c'est comme une introduction. Donc, nous voulons trouver la puissance moyenne, que j'ai parlé tout à l'heure, consommée par le dipôle, qui est PM égale U cos phi, et le facteur de qualité qu'on vient de parler tout à l'heure. Pour cela, il monte en série un résistor de résistance R0 égale 10 ohms, une bobine d'indictance L égale 0,1 Ari, et une résistance R, de résistance R, et un condensateur. Là, on forme le dipôle RC. De capacité C, là, c'est inconnu. Ensuite, ils appliquent aux bornes du dipôle une tendance. Vous voyez, U égale UM, c'est U maximal, sinus 2 pi NT. N, c'est la fréquence. De fréquence N réglable. Donc ici, on peut régler la fréquence, on peut la faire varier. Le groupe visualise simultanément à l'aide d'un oscilloscope bicourbe. Oscilloscope bicourbe, ça veut dire que l'oscilloscope peut montrer deux courbes en même temps. Les deux tensions, UR0 et U, respectivement aux bornes du résistor et aux bornes du dipôle RC. Le plus souvent aussi, on vous pose ici une question. Pourquoi on visualise la tension aux bornes du résistor? Donc, parce qu'ici, ce qu'on veut savoir, c'est le déphasage entre l'intensité du courant qui traverse le dipôle RC et la tension à ses bornes. Or, l'intensité de ce courant, c'est la même intensité qui traverse le résistor. Et pour un résistor, on avait déjà dit que le déphasage entre la tension et l'intensité, c'est nul. Donc, les deux sont en phase. Donc, ça veut dire, si on connaît le déphasage entre la tension du générateur et la tension du résistor, on connaît directement le déphasage entre la tension du générateur et l'intensité du courant. Donc, la réponse, c'est tout simplement la tension UR et I sont proportionnelles. Alors, vous amenez la figure. Voilà le circuit que les élèves ont proposé. Vous voyez ici un résistor, la bobine est résistive, il y a LR, et un condensateur alimenté par un GBF de tension U. Et l'intensité du courant, c'est I. Vous pouvez laisser ici. La suite. Ils obtiennent les courbes ci-dessus. Ce sont les courbes ci-dessus, on va les montrer tout à l'heure, qui sont reproduits où sont reproduits les oscillogrammes visualisés. On avait dit que c'était tension du résistor et du générateur, et aussi la tension au bon de l'ensemble. Les sensibilités verticales et horizontales sont indiquées. Là aussi, il faut très faire attention. Pour les sensibilités verticales, il faut bien lire ça. Ici, on a dit sensibilité verticale valent respectivement 2 volts par division. Ça, c'est pour les tensions.
c'est l'axe vertical, et 5/6 millisecondes par division. Ça, c'est pour l'axe de date. Donc, pour trouver la période, on prend la sensibilité horizontale, 5/6 millisecondes par division. Et pour trouver les tensions maximales, on utilise la sensibilité verticale, 2 volts par divi. Ça veut dire une division correspond à 2 volts. Pour les tensions, vous pouvez zoomer ça pour la figure. C'est pas grave, c'est pas grave. On va voir ça au niveau de l'exercice. De corriger, c'est pas grave. Voilà. Voilà, ici nous avons les deux tensions. Une des courbes est appelée A. Merci, merci. L'autre est appelée B. Et donc, vous voyez ici, on a répété encore les sensibilités. 2 volts par une division verticalement et 5/6 millisecondes horizontalement. Maintenant, la division, il faut savoir ça. La division, c'est le carreau. Maintenant, l'axe vertical est sous-divisé. L'axe horizontal aussi est sous-divisé. Maintenant, la division qu'on parle, c'est un carreau qui est la division. Donc, verticalement, vous voyez, c'est mieux marqué même. Un carreau correspond à 2 volts. Horizontalement, un carreau correspond à 5/6 millisecondes. C'est bon, vous revenez sur la suite. La suite, première question d'abord, on dit montrer que la courbe A représente l'évolution de la tension au bord du dipôle RLC. Montrer. Souvent aussi, on dit attribuer chaque courbe la tension correspondante. Et si c'est pour, même si vous ne le trouvez pas, ça ne vous empêche pas de continuer. Donc après, on va le montrer au niveau du corrigé. Reproduire le schéma du montage en indiquant les branchements effectués à l'oscilloscope. C'est-à-dire comment on va brancher les voies pour visualiser la tension au bord du résistor et la tension au bord du dipôle RSC et aussi la tension du générateur. Question suivante. À partir des courbes des oscillogrammes, déterminer la fréquence N de la tension U appliquée aux bornes du dipôle RSC série. Ensuite, la valeur maximale IM de l'intensité du courant débité par dans le circuit, déduire l'impédance du dipôle RSC, le déphasage de l'intensité par rapport à la tension, en déduire l'expression de I. Ensuite, on dit le circuit est inductif, capacitif ou résistif. À partir des résultats précédents, déterminer la résistance de la bobine, la capacité du condensateur, la puissance moyenne consommée. Ça sera à partir des résultats qu'on a en haut. Quatrième partie, le groupe d'élèves règle maintenant la fréquence du générateur à la valeur N0. Donc, N0, quand vous voyez N0, ça doit vous renvoyer à un cas particulier qu'on appelle la résonance. Donc, N0, donc ici, quand vous règle la fréquence à la fréquence N0, ça veut dire qu'on est à la résonance. Déterminer la fréquence N0. Ensuite, l'intensité maximale du courant. Ensuite, le facteur de qualité est conclu. Maintenant, on va vous dire pour le corriger. On va le commenter. Donc, la première question, on nous avait demandé de montrer que la courbe A est la courbe de la tension du générateur.
Maintenant, pour montrer ça, vous devez toujours savoir que quand on visualise la tension au borne du résistor et la tension au borne du générateur avec la même sensibilité verticale, là, vous verrez que c'est toujours la tension du générateur qui a l'amplitude la plus grande. Avec la même sensibilité. C'est la tension au borne du générateur qui a l'amplitude la plus grande. Donc, il suffit d'observer la figure et voir la courbe qui a l'amplitude la plus grande. Donc, c'est cette courbe qui correspond à la tension du générateur. Donc, si vous pouvez amener la figure là, les courbes là, pour montrer aux élèves, effectivement, c'est la courbe A qui correspond à la tension du générateur. Voilà, ici, vous voyez la courbe A, si vous comptez l'amplitude maximale, ça correspond à 4 divisions. 4 divisions. Une division, c'est 2 volts. Et la courbe B correspond à une division. Donc, vous voyez, la courbe A a l'amplitude la plus élevée que la courbe B. Et les deux, on les a pris avec la même sensibilité verticale. Donc, la courbe A correspond à la courbe de la tension du générateur. La suite. Deuxième question, on avait demandé de reprendre le circuit et de mettre les connexions qui permettent de visualiser la tension du générateur et la tension au borne du résistor. Je vous avais dit ici, il faut toujours placer la masse entre le générateur et le résistor. Donc, quel que soit là où vous le placez entre les deux, le générateur et le résistor, la position est correcte de la masse. Après, maintenant, là, une des voies que vous voulez visualiser la tension du résistor et la masse, les deux doivent encadrer le résistor. Donc, vous voyez ici, voie Y2 et la masse encadre le résistor. Donc, si la voie 2 de l'oscilloscope, c'est la tension du résistor qui va sortir. Et la voie Y1 et la masse encadrent la tension du générateur, qui sera aussi égale à la tension de l'ensemble RLC. De Y1 va sortir la tension du générateur. C'est ce schéma souvent qu'on vous demande de faire. Il faut savoir le faire correctement en mettant la masse entre les deux dipôles, générateur et résistor. Et après, maintenant, le résistor encadré par la voie Y2 et la masse, le générateur Y1 et la masse. C'était la deuxième question. Reproduire le schéma en mettant les connexions de l'oscilloscope. La question suivante, on demandait de calculer la fréquence. Maintenant, pour trouver la fréquence, il faut savoir que la fréquence est liée avec la période. Parce que sur le graphique, on avait dit à partir du graphique, des courbes données, trouver la fréquence. Et sur les courbes, on peut trouver là-bas la période d'abord. Et quand vous trouvez la période, après, vous allez trouver maintenant la fréquence. Maintenant, pour la période, il y a certains élèves, certains d'entre vous, qui ont des difficultés pour sortir la période. Donc, si vous pouvez nous amener encore la figure, on va montrer comment on sort la période. Et après, comment on calcule sa valeur, les courbes. Voilà, nous avons ici les courbes. Courbe A, c'était la tension du générateur. Courbe B, tension du résistor. Les deux courbes ont toujours la même période. C'est toujours la même période. Donc, vous pouvez utiliser la courbe A pour trouver T. Vous pouvez aussi utiliser la courbe B pour trouver T. Mais souvent, il est plus simple avec une des courbes de trouver la période. Par exemple, si on prend la courbe A, quand on regarde l'instant où cette courbe coupe l'axe de date, ça coupe ça à une division bien déterminée. Ici, on voit que la courbe A coupe l'axe de date à ce point-là. Ce point, ça passe sur une division. Donc, et la courbe est décroissante, donc ça passe vers le sens négatif. On va suivre la courbe. Lorsque ça va encore couper l'axe de date, vous voyez, ça sera la deuxième fois ici. Ça va couper ici l'axe de date pour la deuxième fois.
mais ça va dans le sens positif. On continue. Ça va recouper encore ici l'axe des dates en allant dans le sens négatif. Maintenant, la date qui sépare ces deux points, le premier qui est ici et celui-là, ça correspond à la période. Ou bien entre deux maximums ou entre deux minimums. Et après, vous comptez, il y a combien de divisions entre ces deux points. Si vous comptez bien, vous pouvez compter. En même temps, moi aussi, je vais compter. Donc, ça correspond à, on voit que ça correspond à 6 divisions. Donc, ça correspond à 6 divisions. Or, on avait dit sensibilité verticale. Une division correspond à 5 sixièmes de milliseconde. Donc, on va faire 5 sixièmes fois 6. 5 sixièmes fois 6, ça va vous donner 5. Donc, la période sera 5 millisecondes. Parce qu'il faut aussi voir l'unité, millisecondes. Donc, ça sera 5 millisecondes. Mais après, il faut convertir ça en secondes. Parce que dans le système international, le temps est en secondes. Donc, vous revenez sur le corrigé. Donc là, vous voyez, la période, c'est 5 millisecondes. On le convertit en secondes, ça fait 5 10 puissance moins 3 secondes. Parce que pour convertir les millisecondes en secondes, on multiplie par 10 puissance moins 3. Après, maintenant, on va faire son inverse pour avoir la fréquence. N égale 1 sur T. 1 sur 5, 10 puissance moins 3. Quand vous calculez avec votre calculatrice, ça vous donne 200. 200, maintenant, n'oubliez pas l'unité. L'unité est importante. La fréquence, son unité est en Hertz. Donc, H majuscule, Z minuscule. Donc, on a la fréquence. Donc, je répète, on ne pouvait pas avoir directement la fréquence. Il faut trouver d'abord la période au niveau des courbes. Et regardez bien l'unité. Après, vous faites l'inverse de la période et vous avez la fréquence de la tension. La suite. La suite, on avait demandé de calculer l'intensité maximale qui traverse le dipôle RLC. Maintenant, n'oubliez pas, l'intensité qui traverse le dipôle RLC, c'est la même intensité qui traverse. Donc, pour trouver cette intensité à partir des courbes, on utilise la tension maximale du résisteur. Parce que pour un résisteur, la tension à ses bornes et l'intensité sont proportionnelles. Donc, sur la courbe, on avait vu que la tension du résisteur correspond à une division. Et on avait dit 2 volts par division. Une division, on avait la tension maximum de la tension du résisteur. Et une division correspond à 2 volts. Donc, ça veut dire que vous aurez la tension du résisteur, tension maximale égale à 2 volts. Après, vous divisez ça par la résistance R0. Dans les données, on avait donné la résistance R0 égale à 10 ohms. Ce qui fait que IM sera égal à tension maximale du résisteur qu'on trouve sur les courbes divisé par la résistance du résisteur. Ça vous donne 0,2 ampères. Après, on a demandé aussi l'impédance du dipôle RLC. Donc, il faut se rappeler de la formule. L'impédance, c'est égal à la tension maximale du dipôle RLC divisé par l'intensité maximale du dipôle RLC. Là aussi, pour la tension maximale, on détermine ça graphiquement. Sur le graphique, vous pouvez revenir sur la figure, je vous montre la valeur maximale, les valeurs maximales. Voilà. Ici, on voit que la courbe B, c'est la courbe de la tension du résisteur. Donc, on voit que le maximum correspond à une division. La courbe A, c'était la tension du générateur. Le maximum correspond à 4 divisions. Donc, 4 divisions, sachant qu'une division, c'est 2 volts. Donc, ça va vous faire 8 volts. Une division, sachant que pour le résisteur, on a une division pour la valeur maximale. Et ici, on a dit 2 volts par division. Donc, ça sera, la tension maximale du résisteur sera 2 volts. Et la tension maximale au borne du dipôle RLC, qui est aussi égale à la tension maximale du générateur, sera égale à 2 fois 4, ça fait 8 volts. Parce qu'on a 4 divisions. Vous revenez sur le corrigé.
Voilà. Donc, la tension maximale, ça correspond à 4 divisions. Et on avait dit une division pour 2 volts. Donc, ça fait 8 volts. Z égale IM, on l'a déjà calculé avec à partir du résistor. Donc, ça fait 8 sur 0,2. Ça vous donne 40 ohms. L'impédance est exprimée en ohms. Donc, on trouve l'impédance en mettant UM sur IM. IM, on calcule à partir de la courbe de la tension du résistor. Et UM à partir de la courbe de la tension du générateur, qui est aussi la tension au borne du dipôle RNC. La suite. Pour la suite, on avait demandé de calculer le déphasage, trouver le déphasage. Maintenant, pour trouver le déphasage, on va encore revenir sur la courbe. C'est toujours à partir des courbes. Pour trouver ce qu'on appelle le décalage horaire. Voilà, à partir des courbes, il faut trouver ce qu'on appelle le décalage pour pouvoir calculer phi. Maintenant, si vous ne trouvez pas ce décalage, vous n'aurez pas la valeur de phi. Donc, pour trouver maintenant le décalage, le plus souvent, on prend les maximums ou les minimums, ou bien l'instant où les courbes coupent l'axe de date. Donc, ici, si on prend les courbes en ce moment-là, ici, on voit qu'ici, les courbes coupent l'axe de date. Qu'on voit encore ici ou ici. Donc, on va s'intéresser ici. Lorsque ces courbes coupent l'axe de date, il faut repérer ces deux dates. Lorsque la courbe A coupe l'axe de date, ça va correspondre au point qui est ici. Et lorsque la courbe B coupe l'axe de date, ensuite, ces deux dates, quand vous les projetez, vous voyez que si la date à laquelle la courbe A coupe l'axe de date, on l'appelle T1. Et la date à laquelle la courbe B coupe l'axe de date, on l'appelle T2. Vous voyez, T2 est supérieur à T1. Donc, ça veut dire c'est la courbe de date. Et la courbe B coupe après l'axe de date. Donc, la courbe qui coupe en premier l'axe de date, c'est la courbe qui est en avance. Et la courbe qui la coupe en dernier est en retard. Donc, ici, on voit que c'est la courbe A qui coupe en premier l'axe de date, parce que ça le coupe à une date inférieure à la date à laquelle la courbe B coupe l'axe de date. Donc, ça veut dire que c'est la courbe A qui est en avance par rapport à la courbe B. Et le décalage devient directement la différence entre ces deux dates. Et donc là, vous voyez, ça correspond à une division entre la date où la courbe A coupe l'axe de date et la date où la courbe B coupe l'axe de date. Donc la différence de date entre les deux vous donne le décalage. Et vous devez savoir, ça correspond à combien de divisions. Donc ici, on voit que ça correspond à une division. Maintenant, quand vous le trouvez, vous pouvez maintenant calculer phi. On revient sur le corrigé. Donc ici, on applique d'abord la formule. Donc il y a une formule avant cette partie. Il y a quelque chose que vous avez sauté. Après Z, la suite, c'est quoi? Bon, c'est bon. Donc ici, on voit que c'est la courbe U qui est en avance par rapport à la courbe de la tension du résisteur. Et la tension du résisteur et l'intensité du courant sont proportionnelles. Ça veut dire que la courbe U est en avance par rapport à la tension du résisteur. Donc, elle sera en avance aussi par rapport à la tension, à l'intensité du courant. Parce que l'intensité du courant et la tension du résisteur sont proportionnelles. Donc, la courbe U est en avance par rapport à l'intensité du courant. Dans ce cas, phi sera positif. Maintenant, phi égale phi de U moins phi de I qui est positif. Maintenant, sa valeur absolue, c'est sa valeur absolue qu'on trouve à partir des courbes. Sa valeur absolue sera égale à 2 plus T, on l'avait dans le cours.
fois delta de t. Tout à l'heure, on a vu que delta de t correspond à une division. Et la période aussi, on avait vu tout à l'heure, ça correspond à 6 divisions. Donc, vous remplacez delta de t en division, t aussi en divi, ce qui fait que les divisions vont se simplifier. Donc, vous aurez directement valeur absolue de phi égale 2pi fois une division divisée par 6 divisions. Ça va vous rester 2pi sur 6. Quand on simplifie, on obtient pi sur 3 radians. Et comme phi est positif, sa valeur absolue est égale pi sur 6. Donc, phi aussi sera égal à pi sur. Maintenant, si phi était négatif, c'est-à-dire si c'est le courant qui était en avance, phi serait négatif. Vous allez trouver la valeur absolue de phi, par exemple, pi sur 3. Mais pour trouver phi, ça sera valeur absolue de. Phi sera négatif. La valeur absolue est toujours positive, ça sera pi sur 3. Mais comme phi est négatif dans ce cas, vous aurez moins pi sur 3. Mais tel n'est pas le cas ici. Ici, nous avons un phi qui est positif. Donc, la valeur absolue est aussi égale à phi, qui est égale à pi sur 3. Et ici, il faut mettre aussi l'unité, c'est en radians. Donc, le phi est exprimé en radians dans le système international. C'est bon? La suite. Après, on a dit déduire l'expression de l'intensité du courant. Et n'oubliez pas, dans l'énoncé, on avait déjà donné l'expression de la tension au borne du générateur, qui était égale à U égale UM sinus 2pi nt. Maintenant, on avait déjà trouvé UM, c'était 8. On avait déjà trouvé N, c'était 200. Donc, 200 fois 2, ça vous donne 400. Donc, ce qui fait 8 sinus 400 pt. Parce qu'on avait UM sinus 2pi nt. On a remplacé N par 200, qu'on a déjà calculé. On a remplacé UM par 8, qu'on a déjà calculé, ce qui fait 8 sinus 400 pt. Ça, c'est la tension au borne du dipôle RLC. Ensuite, ici, on voit que pour cette fonction U, il n'y a pas une phase à l'origine. Il n'y a pas plus phi. On a directement 400 pi t. Il n'y a pas plus. Donc, il n'y a pas de phi. Ça veut dire la phase à l'origine est nulle. C'est pourquoi ici, on dit phi de U égale 0. Maintenant, on va trouver l'expression de I. I sera égal à IM. Sinus, c'est la même pulsation. Donc, 400 pi t, ça sera la même chose. Plus maintenant, trouver phi de I et IM pour trouver l'expression de I. Or, on avait dit que la différence de phase entre la tension et l'intensité, c'est pi sur 3. Ça veut dire phi de U moins phi de I égale pi sur 3. Et IM, on avait déjà calculé, c'est 0,2. Maintenant, phi égale phi de U moins phi de I. Et phi de U, c'est 0. Donc, vous aurez phi égale moins phi de I. Phi égale moins phi de I égale pi sur 3. On a déjà calculé phi. Donc, à partir de là, si phi égale 0, vous voyez, phi de I devient moins pi sur 3. Et donc, on remplace maintenant dans l'expression, I devient IM qui est 0,2 sinus 400 pi t moins plus phi de I. Or, phi de I, c'est moins pi sur 3. Ça fait moins pi sur 3. On a l'expression de I à tout instant. Donc, il faut toujours faire ce petit calcul-là. La différence de phase, c'est phi de U moins phi de I. On a déjà trouvé phi. Vous trouvez ça. Après, ici, si phi de U n'était pas nul, on va l'intégrer à l'intérieur, on fait le calcul jusqu'à trouver la valeur de phi de I. Là, on trouve moins pi sur 3. Et après, on vous demande ici, conclure. Donc, on avait dit, est-ce que le dipôle est inductif, résistif ou capacitif? Or, n'oubliez pas, dans le cours, on avait dit, si le déphasage est positif, le dipôle ça se comporte comme une bobine. C'est inductif. Si le déphasage phi est négatif, ça se comporte comme un condensateur. Donc, c'est capacitif. Si le déphasage est nul, ça se comporte comme un résistor. C'est résistif. Donc, ici, phi est positif. Donc, le dipôle est inductif. Parce que le phi est positif. La suite. Pour la suite, on avait demandé de calculer la résistance de la bobine. Pour trouver la résistance de la bobine, il faut se rappeler de la formule du cosinus phi qu'on avait trouvé avec la construction de Fresnel dans le triangle rectangle.
Donc, le cosinus phi, c'est toujours la somme des résistances, résistance du résistor plus la résistance de la bobine, divisée par l'impédance. Cette formule, on l'utilise souvent pour trouver la résistance de la bobine. Donc, comme on a déjà calculé l'impédance, nous aurons cos phi égale R0, c'est la résistance du résistor, plus la résistance de la bobine sur l'impédance Z. Et phi aussi, on l'a déjà calculé. À partir de là, maintenant, on va tirer la R. Donc, on fait produit des moyens égale produit des extrêmes, on tire R0 plus petit r égale à Z cos phi. Et donc, vous transposez, vous obtenez R égale Z cos phi moins R0. Et vous faites l'application numérique. Z, on l'avait déjà calculé. Cos phi, on a déjà phi. Phi, c'était pi sur 3. Maintenant, attention ici pour le calcul numérique. Parce que le plus souvent, vous laissez vos calculatrices en mode degré. Vous calculez les angles en degrés, 30 degrés, 60 degrés, les sinus tangentes. Donc, si vous avez laissé votre machine en mode degré, il va falloir convertir les radians en degrés. Et donc, pi sur 3 radians, il faut le convertir dans ce cas en degrés. Ça sera 60 degrés avant de faire l'application numérique. Ou bien, vous mettez votre machine en mode radian. Il y a un bouton sur la calculatrice qui permet de faire ça. Dans ce cas, vous n'aurez pas besoin de convertir. Vous tapez directement cos de pi sur 3. Ça vous donne la valeur. Mais si la machine, et c'est souvent en degrés, là, il va falloir convertir les radians en degrés. Et pour le convertir, c'est simple. Pi radian correspond à 180 degrés. Donc, si vous avez une valeur en radian, vous pouvez la convertir en degrés facilement. Et après, maintenant, vous faites l'application numérique. Donc, vous aurez R égale, Z c'était 40, cos de 60 degrés. Il faut que la machine soit en degrés. Moins la résistance du résisteur que c'était 10. Donc, quand on fait le calcul, on trouve 10 ohms. La résistance de la bobine. La suite. La suite, on avait demandé de calculer la capacité du condensateur. Maintenant, pour la capacité, on utilise la tangente. C'est souvent la tangente. Parce que c'est au niveau de, on peut aussi utiliser l'impédance Z. Mais là-bas, le calcul sera un peu long. Et surtout si c'est les élèves de S2, ils n'aiment pas souvent les calculs longs. Donc, le calcul qui sera moins long, ça sera le calcul avec la tangente. Donc, tangente de phi, c'est L oméga moins résistance du résisteur plus résistance de la bobine. Donc, ici, si vous regardez bien, nous avons une équation à une inconnue. L'inconnu, c'est seulement la capacité C. Donc, équation à une inconnue. Donc, vous devez pouvoir résoudre ça. Donc, il faut aller chercher d'abord C. Il faut d'abord chercher le numérateur. Pour chercher le numérateur, c'est une frappe. On va faire produit des moyens égales pour les extrêmes. Ça veut dire L oméga moins 1 sur C oméga sera égal à R plus petit r multiplié par la tangente de phi. On le fait entre parenthèses. Ensuite, on va tirer 1 sur C oméga. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On va transposer seulement le 1 sur C oméga. Donc, nous aurons L oméga moins R0 plus petit r tangente phi devient égal à 1 sur C oméga. Ensuite, ici, nous avons 1 sur C oméga. On n'a pas encore C. Maintenant, ici, on va tirer C. Produit des moyens égale produit des extrêmes. Donc, nous aurons L oméga moins R0 plus petit r tangente phi. Tout ça, si on divise par 1, c'est une fraction. Donc, on aura 1 fois 1 égale C oméga multiplié par tout ce terme. Donc, C devient égal à 1 divisé par oméga multiplié par tout l'autre terme, L oméga moins R0 plus petit r fois tangente de phi. Ensuite, on remplace maintenant chaque grandeur par sa valeur. Oméga n'est pas donné. C'est la fréquence qu'on avait. Il était 200 Hz. 200 fois 2, ça fait 400. On obtient oméga égale 400 pi, radians par seconde. Oméga, c'est un radian par seconde. Et on remplace, on obtient 1 sur oméga, qui est égal à 400 pi. Facteur de L, c'était 0,1, Henri, multiplié par oméga, 400 pi, moins R, la somme des résistants. Là, j'ai fait directement la somme des résistants parce qu'on avait la résistance du résisteur R0, 10. La résistance de la bobine, petit r, 10. 10 plus 10, ça fait 20. 20 fois tangente de 60 degrés. Parce que c'était pi sur 3 radian qui est 60 degrés. Maintenant, là, on prend la calculatrice et on fait le calcul numérique. On trouve la capacité 8,74 10 puissance moins 6 farad. Là aussi, attention pour l'unité. La capacité s'exprime en farad. Un résultat sans unité n'est pas correct. Souvent, pour vous dire ça, montrer ça aux élèves, je dis, imaginez si on vous donne 1000 francs et 1000 euros. Donc, la seule différence, c'est
l'unité. 1000 euros, 1000 francs CFA. Donc, vous préférez par 1000 euros. Donc, ça veut dire que l'unité est très importante. Très importante. Il faut toujours mettre l'unité. Il y a certains correcteurs au bac. Si vous ne mettez pas l'unité, ils vous enlèvent des points. Donc, attention sur les unités. La suite. La suite, on avait demandé de calculer la puissance moyenne consommée par le dipôle RLC. Revenez en arrière, en haut. Remontez un peu. Non, non, non. Vous descendez encore. 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 Là, c'est le calcul de la fréquence. Je n'ai pas vu la puissance moyenne. On a devait demander la puissance moyenne avant ça. La puissance moyenne. Je l'avais vu tout à l'heure. C'est là en 3-3. Oui, 3-3. Ah, d'accord, je n'avais pas remonté ça. Donc, la puissance moyenne, la formule dans le cours, c'est U cos phi. U, c'est la tension efficace du dipôle RC, qui est aussi la tension efficace du générateur. I, c'est l'intensité efficace. Efficace traverse le résisteur. Maintenant, n'oubliez pas que la tension efficace, c'est égal à UM sur racine de 2. L'intensité efficace, c'est IM sur racine de 2. Donc, UM sur racine de 2, multiplié par IM sur racine de 2, vous aurez racine de 2 fois racine de 2. Ça fait racine de 2 au carré, ça fait 2. Ce qui amène UM fois IM sur 2, multiplié par cos phi. Maintenant, on avait déjà UM, on avait déjà IM, on fait directement l'application numérique. On avait aussi le cos phi. Ça fait 8 fois 0,2 sur 2 multiplié par cos phi. Quand on prend la calculatrice, on trouve 0,4 watts. La puissance moyenne est en watts. C'est la puissance apparente qui est en volts ampères. Donc ici, c'est en watts. Il faut bien mettre l'unité. La suite. La suite, on avait demandé, on était à la résonance. On avait dit maintenant, on règle la fréquence du générateur à la fréquence N0. Je vous avais dit, quand vous voyez N0 ou oméga 0, il faut passer à la résonance. Donc, à la résonance, L oméga sera égal à 1 sur C oméga. On obtient oméga égale 1 sur LC, qui correspond à la fréquence, à la pulsation propre du dipôle LC, qu'on avait vu au début du cours. Dipôle LC. Donc, oméga 0, c'était racine carrée de 1 sur LC. Donc, à la résonance, L oméga égale 1 sur C oméga. Donc, oméga sera égal à oméga 0. Donc, on demande de trouver N0. Maintenant, N0 et oméga 0 sont liés par la formule oméga 0 égale 2 pi N0. Donc, on a remplacé ici oméga 0 carré par 2 pi N0, le tout au carré, égale 1 sur LC. Maintenant, c'est N qu'on cherche. 2 au carré, ça va faire 4. Pi au carré, pi. Donc, on aura N carré égale, on va diviser par 2, 4 pi carré. Donc, nous aurons 1 sur 4 pi carré LC.
Maintenant, quand on fait la racine carrée de 4, c'est 2. Racine carrée de pi carré, c'est pi. Donc, il va rester N0 égale 1 sur 2 pi racine de 1 sur L, LC. Et on remplace les valeurs. On a déjà trouvé C en haut. On avait donné L. On remplace, on fait l'application numérique. On trouve N0 égale 170 Hz. Et aussi, pour rappel, il faut toujours encadrer l'application littérale, comme la formule ici, N égale 1 sur 2 pi, racine de 1 sur LC. Et aussi poser l'opération et après encadrer le résultat de l'application numérique. L'application numérique, on n'a pas besoin de l'encadrer. On pose seulement. Et aussi, pour aller vite, ce n'est pas la peine de recouper le résultat 2 fois. Une fois que vous posez l'opération, vous prenez directement le résultat et vous mettez avec la valeur qu'on vous demande de trouver. Comme ici, je l'ai fait. J'ai posé N égale, je pose l'opération et automatiquement après, je prends la calculatrice, je trouve 170. Maintenant, je fais directement N0 égale 170 Hz. Vous voyez, ce n'est pas long et il faut aussi aérer les écritures parce que souvent les élèves mélangent tout. Il faut aérer les écritures, numéroter les questions correctement. La suite. Pour la suite, on demande de trouver l'intensité maximale. N'oubliez pas, on est à la résonance. Maintenant, attention ici, l'intensité maximale qu'on demande est différente de la valeur maximale de l'intensité à la résonance. On a souvent I0. À la résonance, on dit l'intensité maximale, l'intensité efficace. Notez souvent I0. Ça n'a rien à voir avec l'intensité maximale qui est l'amplitude de l'intensité, IM. Donc, dans l'exercice, on avait demandé de calculer IM, mais pas I0. Donc, IM, on se rappelle de la formule, c'est UM sur Z. Cette fois-ci, maintenant, nous sommes à la résonance. Et aussi, la résonance a ses propriétés. À la résonance, phi égale 0. À la résonance, Z égale à la résistance totale du dipôle RLC. Si la bobine a une résistance, ce sera la résistance de la bobine plus la résistance du résisteur. Ensuite, on remplace UM. On avait dit on maintient la tension efficace constante. Donc, ça veut dire que le UM ne change pas. Le UM qu'on avait avant la résonance, c'est le même UM qu'on a à la résonance parce qu'elle est constante. Donc, c'est l'impédance et la fréquence qui changent. Donc, le UM va rester toujours 8. Ça ne change pas parce qu'on l'avait maintenu constante. La fréquence, la tension efficace. Divisé par R0 plus R. Donc, la somme des résistances était 20. Ça vous donne 0,4 ampères. C'est une intensité. La suite. Maintenant, la dernière question, c'est le facteur de qualité qu'on avait demandé de calcul. Je vous avais dit, pour se rappeler de la formule du facteur de qualité, on prend l'expression de la tangente de phi. Tangente de phi égale R moins 1 sur C oméga, divisé par la somme des résistances. Maintenant, quand on est à la résonance, si vous scindez cette fraction en deux fractions, vous aurez L oméga divisé par R, qui sera égal 1 sur RC oméga. Et ça vous donne directement le facteur de qualité. Donc, j'ai donné deux formules en même temps ici. On peut calculer Q en mettant L oméga 0, parce qu'en résonance oméga 0, divisé par R plus petit r. On peut aussi prendre l'autre formule, 1 sur la somme des résistances fois C oméga, parce que les deux termes sont égaux. Maintenant, dans l'application numérique, j'ai choisi le premier terme, parce que il est plus rapide de calculer là-bas que le deuxième, selon moi. Hein. Si vous voulez aussi vous prenez l'autre terme, vous allez trouver la même valeur. Donc, on remplace L par 0,1, ça ne change pas, c'est la même bobine, donc c'est une carte de la bobine. Ensuite, oméga 0 maintenant à la résonance. À la résonance, on avait trouvé N0. Oméga 0, c'est 2 pi N0. Donc, 2 pi fois 170 divisé par la somme des résistances qui était égale à la résistance du résisteur plus la résistance de la bobine. Ça vous donne un facteur de qualité qui est égal à 5,36. Là, vous voyez, ça dépasse 1. Et ici, on vous demande souvent de conclure une fois calculé Q. Donc, si Q est supérieur à 1, quand on cherche la tension efficace aux bornes du condensateur ou de la bobine,
on verra que cette tension dépasse la tension du générateur qui est la tension de l'ensemble. Donc, c'est pourquoi ici on parle de phénomène de surtension. On dit qu'il y a surtension aux bornes du condensateur et aux bornes de la bobine. À la résonance, si Q est supérieur à 1, il faut calculer Q pour savoir est-ce qu'il y a surtension ou est-ce qu'il n'y a pas de surtension. Maintenant, cette surtension, pour créer un claquage du condensateur, ça peut gâter le condensateur. On dit aussi que ça peut faire des étincelles au niveau des spires de la bobine. Donc, on va terminer pour un petit conseil. Par exemple, il faut toujours bien lire vos exercices. Quand on vous donne une épreuve de bac, ne se précipitez pas pour faire les exercices. Il faut toujours lire tout le sujet, tous les exercices. Et quand vous lisez tout, vous allez voir les exercices qui vous semblent les plus simples. Vous commencez toujours par ces exercices. Parce que quand on commence par un exercice qu'on peut faire, quand on trouve, ça nous donne du courage pour continuer. Mais quand vous prenez un exercice qui est plus difficile, vous commencez par celui-là. Dès que vous bloquez, c'est la peur. Souvent, ce n'est pas un bon signe. Il faut toujours bien lire pour savoir quel est l'exercice qui est plus simple pour vous. Et ce qui est simple pour vous ne pas être pour l'autre. Donc, ne regardez pas aussi les autres par quel exercice ils ont commencé. Tu lis tout le sujet et tu regardes l'exercice qui te semble plus simple, tu le commences. Et ne se précipitez pas. Donc, le bac, ce n'est pas une course de vitesse. Donc, il faut tout simplement assurer le maximum. Donc, faites le maximum du sujet. Mais n'essayez pas de dire je vais le terminer pour avoir un 20 heures. Sinon, vous risquez de faire beaucoup d'erreurs et à la fin, ça ne sera pas bon. Donc, il faut prendre le temps de lire attentivement, faire les exercices et bien numéroter les questions, bien écrire exercices soulignés, aérer les écritures parce qu'attention, les correcteurs souvent ont beaucoup de copies. Donc, si ce n'est pas aéré, ainsi de suite, ils peuvent sauter des questions, oublier des questions. Et ça, c'est des points de moins. Donc, ce n'est pas bon pour vous. Donc, il faut toujours bien aérer, encadrer les applications littérales, encadrer les applications numériques. Comme ça, le correcteur verra tout, il ne va rien sauter. Donc là-bas, j'ai dit souvent aux élèves, même si c'est un Chinois qui va le corriger, comme tout est aéré, bien fait, il va tout corriger, il vous donne les points que vous méritez. Comme ça, vous n'allez pas de regrets. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie. À bientôt. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, on peut élèves répondre aux questions. Donc, en attendant que les élèves posent leurs questions, M. Faye? Oui. Conseil, par exemple, pour cette leçon que vous venez de faire, où il y a beaucoup de formules à retenir, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux candidats pour qu'ils puissent maîtriser les formules qui peuvent les permettre de résoudre certains exercices? Bon, pour les formules, la première partie, là-bas, il n'y a pas de formule. Là-bas, c'est pratiquement des équations différentielles qu'il faut poser et par la loi des mailles, sortir l'équation, la période propre, la fréquence propre, et ainsi de suite. Maintenant, c'est au niveau de la partie oscillation forcée où il y a des formules. Et là-bas, les premières formules, c'est les formules entre les tensions maximales, l'intensité maximale, tension efficace, intensité efficace et impédance. C'est les premières formules. Donc là-bas, la tension maximale et la tension efficace sont liées par UM égale I fois racine de 2, ou bien U efficace égale UM divisé par racine de 2. Pour l'intensité efficace, c'est égal à IM sur racine de 2. Donc vous voyez, c'est presque la même formule. Sauf que ici, c'est I, là-bas, c'est U. I efficace égale IM sur racine de 2. U efficace égale UM sur racine de 2. Ça, c'est des formules qu'il faut savoir. Ensuite, la suivante, c'est l'impédance, Z. Notez en haut. Z, c'est égal UM, tension maximale, divisé par IM, intensité maximale. Mais comme la tension maximale est égale à I efficace fois racine de 2, l'intensité maximale I efficace fois racine de 2, quand on fait le rapport, les racines de 2 se simplifient. Donc, vous aurez aussi l'impédance égale tension efficace divisé par intensité efficace. Donc, on peut la calculer de deux manières. À partir des valeurs maximales, UM et IM, ou bien à partir de la tension efficace et de l'intensité efficace.
Voilà ces formules pour les tensions. Et l'autre formule, c'est la formule générale pour calculer l'impédance du dipôle RLC. Là, si on ne vous demande pas de faire la construction de Fresnel, vous appliquez directement la formule. Z égale racine carrée de la somme des résistances au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga, le tout au carré. C'est une formule que tout élève doit. Et à partir de cette formule, vous pouvez facilement sortir la tangente. La tangente, c'est toujours la partie L oméga moins 1 sur C oméga divisé par les résistances, la somme des résistances. Ça vous donne la tangente. Et à partir de cette même formule, vous pouvez trouver le facteur de qualité. Comme je vous l'ai dit, à la résonance, L oméga 0 égale 1 sur C oméga 0. Il suffit de diviser partout par R et vous avez le facteur de qualité. L oméga 0 égale 1 sur C oméga 0. Quand je divise par la somme des résistances, je trouve directement le facteur de qualité qui est aussi égal à oméga 0 sur delta de oméga. Et la delta de oméga est trouvée souvent à partir des courbes, la courbe de résonance, en passant par I0 sur racine de 2. Vous projetez. On l'avait montré sur le. Donc tous les professeurs font ça dans le cours. D'accord. Voilà et la formule pour calculer phi. Phi. À partir des courbes, on vous demande de trouver phi. Donc là-bas, c'est la valeur absolue de phi que vous allez trouver. Dans votre cours, le cours que vos professeurs vous a donné, vous avez trouvé cette formule. Valeur absolue de phi égale 2 pi sur t multiplié par delta de t. Maintenant, delta de t, certains notent ça delta de θ ou delta de n. En tout cas, il faut savoir sa signification. Delta de t, c'est le décalage horaire. Ce décalage horaire, maintenant, on le trouve sur les courbes. Je vous ai montré tout à l'heure comment on trouve ça à partir des courbes. Donc, à partir des courbes, vous trouvez valeur absolue de phi. Après, maintenant, vous regardez entre les deux courbes, quelle est la courbe qui est en avance. Si c'est la tension du générateur qui est en avance par rapport à la tension du résisteur, ça veut dire la tension du générateur est en avance par rapport à l'intensité. Donc, phi est positif. Quand vous trouvez la valeur absolue, vous prenez directement ce que vous avez trouvé. Maintenant, si c'est la tension du résisteur qui est en avance, ça veut dire phi est négatif. Donc, si vous avez trouvé valeur absolue de phi égale, par exemple, pi sur 3, comme phi est négatif, vous allez prendre phi égale moins pi sur 3. Moins pi sur 3. D'accord. Voilà. D'accord, c'est clair, M. Faye. Et on tient à vous remercier chaleureusement pour cette belle présentation que vous venez de faire sur les oscillations électriques forcées. Et j'espère que ça va vous aider, chers candidats, de suivre ces conseils pour s'en sortir à cette leçon qui a beaucoup de formules à retenir. N'hésitez pas à poser vos questions. Et merci beaucoup à tous les participants pour cette séance. Merci également à vous deux, Yadjeyi, et particulièrement à M. Faye. La présentation a été très bien faite. Je n'oserais pas m'aventurer à commenter. Les sciences physiques, ce n'est pas mon truc. Je reste dans ma posture de prof de français. Mais je pense que ce que vous avez présenté va beaucoup aider les élèves. Et donc, ce sera diffusé sur notre page YouTube. Ainsi, actuellement, c'est en direct sur Facebook, donc ils pourront retrouver. Et si jamais vous avez des questions, chers candidats, n'hésitez pas. Les questions pourront être relayées à M. Faye, qui pourra très certainement y répondre. Alors, donc, nous allons poursuivre les synthèses avec la prochaine fois. Donc, ce sera le vendredi prochain. Nous reviendrons avec les sciences de la vie et de la terre. Donc, nous restons avec les sciences avant de repartir vers les lettres, en l'occurrence avec l'anglais le samedi qui suit. Merci beaucoup à tous et excellente soirée. Merci. Merci.